podcast de celles et ceux qui ont une histoire de vie à raconter, qu'ils l'aient déjà écrite, qu'ils aient envie de l'écrire ou qu'ils en rêvent secrètement. Trait d'Union fait le lien entre les histoires de vie parfois difficiles, le passé, et un futur où ces histoires changent notre vie et celle des autres. Trait d'Union est fait pour partager, inspirer, transmettre et enseigner, car je crois que nos histoires de vie sont toutes sacrées et que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Dominique Godet qui a écrit un livre « Moi, j'ai été choisie », qui est l'histoire de sa vie. Dominique naît en 1965. Elle est abandonnée par sa mère à l'âge de 3 mois dans une pouponnière strasbourgeoise et sera adoptée à l'âge de 11 mois par des parents qui l'aimeront et la soutiendront toute sa vie. Elle évoque sa vie en Vendée depuis son adoption, la blessure d'abandon, ses maladies invalidantes, les retrouvailles avec sa mère biologique 30 ans plus tard, les portes qui s'ouvrent, celles qui se referment, les deuils douloureux auxquels elle devra faire face en 2016, et comment l'écriture finira finalement à lui permettre de mettre des mots sur des mots. Dominique est une guerrière qui nous passe un message. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais ne baissons jamais les bras. L'objectif de son livre, outre sa propre guérison, est d'ouvrir des portes pour des personnes dans la même situation qu'elle. Bonjour Dominique. Bonjour Sylvie. Je suis ravie, mais vraiment très contente de cet entretien ce matin, de cette interview durant lequel on va parler de votre livre, qui est paru il y a il y a un peu plus d'un an maintenant. À peine un an. À Il est peine un an. sorti le 1er décembre 2023. 1er décembre, donc quasiment un an. Moi, j'ai Ouais, été choisie. voilà. Alors, on s'est rencontrés par hasard, je ne sais pas si le hasard existe, hein, mais moi j'ai vu passer effectivement votre livre et la quatrième, donc j'ai lu la quatrième de couverture. Et donc je vous ai contacté parce que vous savez, je vous ai expliqué un petit peu que l'objectif de ces podcasts Trait d'Union, c'est de pouvoir effectivement échanger par rapport à nos histoires, par rapport à nos histoires de vie parfois difficiles. Vous m'avez mis une belle petite dédicace. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, même si elle n'est pas toujours un long fleuve tranquille, il y a toujours ces petites prises de conscience. Il y a aussi ces chemins, ces étapes nécessaires qui nous permettent à un moment donné de continuer à aller dans ce flot, dans le fleuve, et puis à quelque part d'éclairer aussi plein de pans de notre vie et à quelque part de les amener à un autre niveau de conscience. Et j'ai envie de dire un autre niveau d'amour, mais après, on arrivera là très certainement au fil de la conversation. Donc, vous êtes né en 1965 Oui, le 23 mars 1965 et à à, Strasbourg. et à Strasbourg. Donc, c'est ce qui est complètement fou Ah aussi, oui. parce que moi, je ne l'ai pas découvert, c'est pas noté dans la quatrième de couverture, mais je l'ai découvert au fil de nos échanges et lorsque j'ai lu ensuite votre livre. Donc, il y a cette connexion aussi alsacienne, du coup, qui se fait. Et puis, on aura une autre aussi un peu plus tard, on en Ouais, parlera, donc, de ce ouais, Noël 71. oui. Ou est-ce que vous pouvez un petit peu donc, vous présenter et puis nous dire qui vous êtes et ce qui se passe à ce Noël, pas à ce Noël, en mars 65, quand vous naissez à Strasbourg. Alors bon, je m'appelle Dominique Godet. J'habite au Boupère, une petite commune du bocage vendéen, comme on dit, qui se situe à 10 minutes du Puy du Fou. D'accord. Voilà, j'ai 2 enfants, 2 petits-enfants et qui font tout mon bonheur. Et comment dire, j'ai décidé donc d'écrire ce livre. Moi, j'ai été choisie. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous habitez en Vendée, mais vous êtes né Je à suis née à Strasbourg, je suis née à Strasbourg. Et donc, je suis issue, on peut dire que je suis issue d'une fratrie de 4 enfants. Je suis la dernière de la famille, la dernière des enfants.
et la petite dernière qui a été abandonnée à l'âge de 3 mois. Donc, Effectivement. à l'âge de mes 3 mois, ma mère biologique m'a placée dans une pouponnière qui s'appelle le Lovisa, qui, je sais, est maintenant une crèche infantile. Et donc, j'ai vécu dans cette pouponnière le Lovisa jusqu'à l'âge de mes 11 mois. 11 mois où j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir été adoptée par Pierre et Denise Godet, mes parents adoptifs. Et même ce sont mes parents tout court. 2 ans auparavant, mes parents adoptifs, ils avaient adopté un petit garçon dans la même pouponnière où j'étais. Donc, avec mon frère Jean-Pierre, on aimait bien qu'il nous raconte pourquoi ils n'avaient pas pu avoir d'enfants. Parce que dès notre plus jeune âge, dès l'âge de raison, nos parents nous ont expliqué qu'ils nous avaient adoptés, qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc ils avaient fait le choix d'accueillir 2 enfants dans leur famille. Donc, on aimait bien qu'ils nous racontent comment ils ont fait pour venir nous chercher, le voyage, avec plein d'anecdotes. Entre autres, mon premier biberon, qui est toute une histoire. Et donc, quand vous dites dès le plus jeune âge, nos parents nous ont Dès raconté. l'âge de raison, parce que mes parents participaient, étaient dans l'association de parents adoptifs. Il y avait des réunions régulièrement et où mes parents, ils apportaient leur témoignage de parents adoptants auprès de familles en recherche d'adoption. Et donc, il y a eu ce lien d'ailleurs également avec TAF, Voilà, alors, donc également de Strasbourg. Ouais. Taf qui est devenu un grand ami de mes parents, qui était missionnaire. Et Taf, à Féol, mes parents donc habitaient Féol, ils avaient une entreprise de machines agricoles. Et donc, à Féol, mes parents sont catholiques, croyants, et ils ont rencontré cette équipe de séminaire qui s'était installée à Féol pour quelques semaines. Donc, mes parents leur avaient fait part à l'équipe de séminaire du Sacré-Cœur, d'Alsace, de Strasbourg, encore là. Donc, ils ont discuté avec les séminaires et entre autres avec TAF, avec qui ils ont très bien sympathisé, qui est devenu un ami proche. Et il a dit à mes parents, quand vous viendrez, si vous venez à Strasbourg, dites-le moi. Et par chance, ils ont eu la première lettre comme quoi il y avait un petit garçon qui avait 1 mois dans cette pouponnière. Donc, je sais que, parce que c'est mes parents qui me l'ont raconté, que quand ils sont arrivés à Strasbourg, c'est Taf avec sa 2 chevaux qui est venu les chercher à la gare, les a emmenés à la pouponnière et mes parents allaient pour discuter avec le directeur de la pouponnière. Et arrivé là-bas, bien, vous savez, monsieur, madame Godet, si vous voulez, nous avons un petit garçon, vous pouvez l'emmener avec vous. Alors, papa m'a raconté, on a descendu à 4 les marches pendant que maman faisait les papiers. Et Taf était là. C'est Taf qui a emmené papa acheter les biberons, enfin, acheter tout ce qu'il fallait. C'était une joie, mais ça m'émue beaucoup parce que voilà. Et Staff a été la première personne à être témoin de cette belle adoption avec mon frère. Très bien. Donc voilà. Donc, Et ensuite, 2 ans après, témoin aussi de mon arrivée aussi, de ma venue dans leur foyer. dans ce foyer. Et donc, Voilà. dans cette pouponnière, en plus, à côté de laquelle moi, je vais chercher mon pain tous les matins. Donc, c'est Ah, effectivement assez drôle de voir, finalement, même si on est éloignés, on est tous aussi à quelque part liés dans nos histoires et dans ouais, donc, il y a effectivement donc, il y a cette adoption à l'âge de 11 mois et donc vous arrivez dans cette famille qui vraiment vous attend, qui vous ah êtes oui, vraiment, plus que désiré parce qu'effectivement, donc, vos parents adoptifs ne peuvent pas avoir d'enfants. oui, Et donc, il y a vraiment cet amour, cette attente, donc ce voyage d'ailleurs qu'ils font à chaque fois jusqu'à Strasbourg oui, pour aller chercher ces enfants qui vont faire le bonheur de ce foyer vraiment aimant. tout à fait, tout à fait.
C'est exactement ça. Qui sont vos parents? Alors mes parents, ce sont, heu, mon papa, donc ils étaient artisans commerçants. Je parle ils étaient parce qu'ils n'ont plus cette entreprise. Mon papa malheureusement est décédé, mais ils ont créé leur propre entreprise qui actuellement est toujours d'actualité. Et ça me fait super plaisir. Quand je passe devant, sur la route, devant l'entreprise de mes parents, qui a plein de véhicules, c'est une entreprise de réparation de machines agricoles. Donc, pour les agriculteurs, c'est très important d'avoir cette entreprise. Mon papa est issu d'une famille d'agriculteurs, ma maman issue d'une famille d'agriculteurs. Donc, je pense que papa voulait venir en aide aux agriculteurs, je pense, par ce biais-là. Et mes parents se sont tout de suite bien intégrés à Féol, là où ils ont habité pendant longtemps. Mon papa est né aux Épaisses, c'est le bocage vendéen. Ma maman est née à Chambretot, c'est le bocage vendéen. Et ils ont fait le choix de venir s'installer à Féol. Donc, ce sont des parents en fait qui s'aiment et qui sont Oui, un couple qui s'aime et qui véritablement a envie de construire quelque chose ensemble et qui vous inculquent, donc vous le dites dans votre livre, des principes, des les valeurs. valeurs de la vie. Voilà. Et Parce donc, que ils m'ont appris, et avec mon frère, mon papa, il a été plus de 12 ans président des artisans ruraux de Vendée. Ils ont participé, ils étaient dans pas mal d'associations, entre autres le Secours catholique, où ils ont beaucoup donné de leur temps et d'énergie. Et évidemment, on a été bercés dans ces associations. et donc Donc, malgré ça, malgré tout cet amour, il y a dans votre livre, vous avez des retards de motricité. voilà, à 11 mois, alors à 11 mois, quand mes parents sont venus me chercher, j'avais déjà des problèmes de santé. Et à 11 mois, je ne tenais pas assise, je ne tenais pas debout, j'étais toujours allongée. Je ne, j'étais toujours au biberon. C'était assez compliqué pour moi. Ça, donc, on sait aujourd'hui que bien évidemment, l'empreinte de la naissance, du désir d'enfant, va avoir des conséquences. Et donc, vous parlez de cette blessure d'abandon Oui, qui était là, même si vous étiez entouré par cette famille d'adoption aimante. À quel moment, vous parlez d'ailleurs aussi de l'entrée à l'école, qui a été pour vous ensuite quelque chose quand même de relativement difficile, parce qu'il y avait à un moment donné ce lien qui était, et qui en même temps, il y avait une prise d'autonomie de votre part, mais malgré tout, la petite Dominique que vous étiez. D'ailleurs, je crois que c'est important aussi, on en parlera tout à l'heure, donc Dominique, ce n'est pas votre vrai vrai prénom. Effectivement, parce que mes parents, la seule chose qu'ils ont savaient, c'est que ma mère biologique avait beaucoup hésité avant de m'abandonner, puisqu'elle m'a abandonnée, j'avais 3 mois. Et donc, de peur que ma mère me retrouve, ils ont fait le choix de choisir de changer mon prénom. Et donc, c'est assez Et ils m'ont drôle, appelé Dominique. Dominique. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'âge de 5 ans ou 6 ans, donc là, on est à Noël 71. Oui, Moi, en plus, c'est ma date de naissance, c'est rigolo. Le livre démarre à Noël 71. On vous offre une poupée et vous décidez de l'appeler, Sonia. et donc Sonia, Sonia, c'est mon vrai prénom. que vous découvrirez bien évidemment Que bien. moi, c'est vrai que je ne savais pas quand j'ai eu cette poupée mannequin, vous savez, la poupée avec les petits cheveux blonds, les cheveux qui se rallongent. J'ai décidé de l'appeler Sonia. Et maman, quand elle m'entendait l'appeler Sonia, mais elle a fait des bons, parce qu'elle s'est dit, mais c'est pas possible. Mais jusqu'à 11 mois, on m'a appelée Sonia. Et après, eh bien, on change mon prénom. Donc,
pour un bébé, un enfant, le prénom, il est ancré, quoi. Hein. Jusqu'à l'âge de 11 mois, Sonia, on me change de prénom, c'est bizarre. Donc, j'avais ce petit prénom dans ma tête, dans un coin de ma tête. Votre inconscient, bien évidemment, et là, vous ferez plus tard aussi, vous découvrirez aussi la sophrologie, l'hypnose. Votre inconscient, Voilà, bien évidemment, l'avait engrammé et, voilà. l'avait retenu. Donc, c'est assez drôle. Mais bien évidemment, à cet âge-là, voilà, votre maman adoptive ne peut pas vous parler de ça. Vous Ben êtes non, non, estimé. non. Je savais déjà que j'avais été adoptée, mais je n'étais au courant de rien concernant mon adoption, sauf que ben non, je ne savais rien. Mes parents, en fin de compte, mes parents savaient des choses, mais ils l'ont gardé pour eux. Ils nous avaient juste dit à mon frère et à moi que ben, ils nous avaient adoptés et qu'on était de Strasbourg. C'est tout. Ensuite, vous grandissez, vous allez à l'école. Voilà. Là aussi, dans votre livre, à un moment donné, vous parlez de ces mots qui peuvent être blessants de la part Oui, d'un camarade. oui. Donc, vous savez, quand on est, oui, adolescent, je me souviens, euh, des broutilles hein, avec des camarades de classe. Et on me fait la réflexion, de toute façon, toi, tu as été adopté, hein, c'est pas tes vrais parents. Et là, pourquoi j'ai été choquée, mais j'ai dit, ben ouais, mais moi, mes parents, ils m'ont choisi. D'où le titre de mon livre, Moi, j'ai été choisie. Je dis, moi, j'ai été choisie, ils sont venus me chercher. Toi, t'es né, mais t'étais peut-être pas désiré. Ah bah alors là, après, je- ça, c'était un garçon. Il n'a rien dit. Et vous, à ce moment-là, quand vous dites «moi, j'ai été choisie», elle vient d'où cette phrase «moi, j'ai été choisie» à quel... Je sais pas. C'est le mot qui m'est venu tout de suite dans la tête. Ben ouais, ben moi j'ai été choisie. Mes parents, ils m'ont choisi. Ils sont venus me chercher. Et malgré ça, donc, en 1972, donc là, vous avez quel âge quand on vous découvre première maladie au poumon? Première maladie au poumon. Donc je devais avoir 6 ans à peu près, 6, 7 ans. J'étais petite. Hein, c'est pour ça que je me souviens, maman qui me racontait, le pédiatre a dit à mes parents, mais votre petite fille, ses poumons, ce sont comme des nuages. Donc, il faudrait qu'elle fasse des cures thermales. Donc, j'ai fait 3 années de cure thermale à la Bourboule. Mais là, c'était un déchirement pour moi, encore, parce que mes parents m'ont emmené, ils m'ont laissé pendant 3 semaines. C'était le déchirement quand mes parents me laissaient et ils repartaient. Mais bon, après, c'était pour mon bien. Ensuite, vous grandissez, vous entrez dans un apprentissage. Oui, dans un apprentissage. Et donc, maman m'accompagne faire des magasins. Et puis, on va dans ce magasin de chaussures à Luçon avec monsieur et madame Michaud. Et donc, je m'étais bien habillée. J'étais coquette, quoi. J'aimais bien. Enfin, je savais que pour la vente, il fallait bien se présenter. Donc, maman discute avec ce couple de commerçants en chaussures et elle explique que bon qu'il m'avait adopté. Elle explique le plus simplement possible. Et ils ont décidé de me prendre comme apprentie vendeuse. Et je me souviens en revenant avec maman, papa, l'entreprise était en face de la maison et papa est revenu. Mais ça a été des étapes de ma vie avec mes parents. C'était énorme, quoi. C'est papa, alors, ben oui, c'est bon, je vais faire mon apprentissage en chaussures. Et petite anecdote, là, qui remonte à pas tellement longtemps, puisque je parle de ce couple dans mon livre, commerçant en mon maître d'apprentissage. Ils ont lu mon livre
et ils m'ont contacté et ils m'ont invité il n'y a pas longtemps, là, cet été, ils m'ont invité à venir chez eux. C'est pas croyable. Je les avais jamais revus depuis mes 18 ans. Donc les liens continuent à se Ah tisser ouais. grâce au livre et Et un truc de fou, parole. c'est que l'épouse de l'épouse de Monsieur Michaud me dit mais vous savez Dominique, mais c'est quand même pas pensable. Vous savez que moi j'étais abandonnée, j'étais adoptée, j'avais 8 ans et ça fait 1 an que j'ai retrouvé ma mère et ma sœur. Et ben enfin encore là, ben moi, je le savais pas quoi. Donc voilà, c'est une belle nouvelle re-rencontre avec ce couple qui m'a formée, qui m'a appris le métier de la vente. Donc J'en là, garde de très bons voilà, souvenirs. vraiment, vraiment la libération de l'histoire, la libération de la parole qui permet de Voilà. revenir, de retisser des liens, Ah oui, de revenir sur donc l'importance, effectivement, de poser voilà, des mots à quelque part sur les mots. Donc, voilà. dans le livre, vous dites donc vous entrez dans l'apprentissage, mais vous n'avez pas envie de partir trop loin de chez vos Mm. parents, parce que même si vous êtes déjà une ado, à quelque part, il y a cette peur quand même qui Oui, est là, qui est ancrée toujours. Ah de oui, l'abandon, de quitter, et malgré tout, à un moment donné, vous partez à Paris. oui. Alors là, à la fin de mon apprentissage, maman me dit, bon, écoute, je t'ai trouvé un emploi sur Paris, dans la boulangerie-pâtisserie. Donc, euh, Eric et Christine viendront te chercher à la gare, ils t'emmèneront, c'était dans le 4e arrondissement, hôtel de ville, ils t'emmèneront, ne t'inquiète pas, tout se passera bien. J'ai eu la personne au téléphone, bon, bah, j'ai dit ok, pour moi, ben, pourquoi pas. C'est une expérience, et du fait qu'on aime chercher à la gare, j'étais rassurée aussi. Et alors, Eric et Christine, Eric, c'est parce que mes parents, ils ont aussi recueilli chez eux 2 enfants avant d'avoir mon frère et moi-même, mais parce que leur maman habitait Féol et ne pouvait, avec son travail, ne pouvait pas s'occuper vraiment de ces 2 enfants. Donc, elle cherchait une nourrice. Et donc, mes parents, ils ont accepté de prendre ces 2 enfants, Eric et Monique, en nourrice. Et donc, ben, on a toujours été très proches, quoi. Donc, c'est pour ça que Eric, étant marié, il était venu me chercher avec sa femme à la gare, à Montparnasse. Voilà. Donc, il y a cette petite étape parisienne, mais malgré tout, donc vous ne resterez pas à Paris. Non, Il y a c'était, en fin la de pause compte, de la retour. vie parisienne n'est pas faite pour moi. Pour passer quelques jours, pour se promener, oui, mais je préférais respirer l'air de la campagne. Et donc, vous revenez à quelque part dans le giron familial. Et moi, ce que j'entends aussi derrière, c'est que malgré tout, euh, vos parents étaient vraiment à vos côtés, à vous soutenir, à quelque part, à vous Toujours, pousser aussi à faire des expériences avec oui, cet amour immense qui est là et qui probablement une conscience aussi de ce qui se jouait aussi pour vous oui, et les expériences que vous aviez à faire. Donc, vous revenez et donc vous retrouvez un emploi et vous trouvez également, vous trouvez l'amour. oui, tout à fait. Je retrouve l'amour et donc j'ai fait différents emplois, hein, et toujours en fin de compte responsable de magasin. Je commençais déjà, j'aimais bien le contact avec les gens et puis la responsabilité. Et j'en reviens que mon papa, chef d'entreprise, ma maman, secrétaire de l'entreprise. Donc, euh, voilà, j'avais déjà euh, j'aimais bien travailler dans ce domaine. Et donc, bah, évidemment, hein, j'ai rencontré l'amour et avec qui mon mari, nous avons eu 2 enfants, donc nous nous sommes mariés et bien évidemment, j'ai voulu faire la surprise à mes parents. J'ai demandé à TAF, témoin de mon arrivée dans le foyer.
de Pierre et Denise, mes parents. Il était au Sénégal et il est venu du Sénégal pour faire célébrer le mariage. Ça a été formidable. Et je me souviens, je sais que maman aimait beaucoup une chanson et je lui ai fait aussi, et mon papa, j'ai fait la surprise de mettre la chanson d'Yves Duteil, Prendre un enfant par la main. Très belle. Et c'est une cousine à moi qui l'a joué à l'orgue et pour moi, c'était une valeur. Je voulais faire plaisir aussi à mes parents pour les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Bien sûr. Donc, il y a eu ce mariage, nous avons eu 2 enfants que nous avons élevés. Et après, au fil des années, bon, ben, quand ça ne va plus dans un couple, ben, je pense qu'il vaut mieux se séparer et partir chacun de notre côté. Donc, c'est ce que nous avons fait, tout en sachant que j'ai un grand respect pour le papa de mes enfants. Nous sommes toujours restés en bons termes et euh, nous faisons toujours tout ce qu'il faut pour nos enfants, même s'ils sont grands, nos petits-enfants, puisque nous sommes grands-parents, euh, la famille. Enfin, voilà, c'était quand même important. Alors, on va revenir un petit peu plus en arrière parce Oui, qu'effectivement, votre arrivée, on va dire, dans ce monde de façon peu difficile quand même, a bien évidemment continué à avoir des conséquences. Après la naissance de votre deuxième enfant, voilà. donc on vous découvre une deuxième maladie. Voilà. Alors, après la naissance de mon fils David, juste après la naissance, enfin, on m'a diagnostiqué une maladie en fin de grossesse qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. Donc, je souffrais beaucoup. Je ne pouvais même pas serrer une éponge dans la main, tenir une cafetière de café dans la main. C'était vraiment compliqué. Donc, c'est vrai que toujours à me demander, les médecins me demandaient, mais est-ce que dans votre famille, il y a les mêmes problèmes de santé? C'est des antécédents familiaux. Voilà, des antécédents familiaux et j'en avais marre. Marre toujours de dire, ben non, je sais pas, j'étais adoptée. Mm. Donc, mes parents ont fait le choix de me remettre tout mon dossier concernant mon adoption. Donc là, vous avez 30 ans, hein, c'est ça? Ouais, à l'âge de mes 30 ans. Un jour, mes parents viennent à la maison sans me prévenir et mon papa, il rentre dans la cuisine et me pose sur la table, il me dit, voilà Dominique, tout ton dossier concernant ton adoption est dedans. Ils avaient ces documents, mais mes parents, ils n'étaient pas prêts à me le donner avant, malgré qu'à des fois, je leur disais, oh, ben, ce serait bien que j'essaye de savoir. Quand on est jeune, voilà quoi. Tout en sachant que pour ma fille Olivia, euh, enfin, j'ai eu des problèmes de santé, déjà problèmes gynécologiques, je pouvais pas avoir d'enfant. Puis en fin de compte, j'ai réussi, quoi. Enfin, et puis bon, ben là, mes parents ont décidé parce que j'étais toujours, ça me bouleversait quand les médecins me demandaient, mais dans votre famille, quoi. Mais je dis, mais je ne sais pas. Donc là, en fait, ils prennent conscience là aussi de l'importance que ça Oui, va avoir pour vous. On dit oui, souvent le maladie, hein, mais oui. la maladie, c'est le maladie aussi de Ouais. l'importance de pouvoir poser des mots sur Voilà, des voilà, problèmes. Et donc finalement, ces maladies, c'est ce qui vous permettent aussi d'enclencher cette recherche d'identité. voilà. Donc, tout à savoir aussi que, donc, en fin de compte, j'ai 3 pathologies invalidantes. La polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante et une syringomyélie. Donc, qui est une maladie de la moelle épinière. Voilà, c'est ça, une maladie de la moelle épinière. Donc, des traitements lourds, évidemment. Ouais, on va dire, il y a 20 ans, je marchais avec 2 béquilles. Mais je suis une guerrière. Je me suis relevée avec beaucoup de séances de kiné, beaucoup de temps. Je me suis relevée, je marche sans béquille. Donc là, je suis contente. Et donc, alors j'en reviens. Donc, dans mon dossier d'adoption, il y avait mon carnet de placement, ainsi que des documents officieux de mon adoption du tribunal, puisque mes parents, il y a eu une adoption plénière.
Donc, j'ai fait le choix d'écrire à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance de Strasbourg, en leur expliquant s'ils n'avaient pas des informations concernant ma famille biologique ayant des problèmes de santé. Donc, j'indique mon numéro de matricule, voilà. Et 2 mois après, bien, c'est un monsieur Hott, qui me téléphone, je m'en souviendrai tout le temps, et qui me dit: nous avons retrouvé votre famille biologique. Alors là, Oh ça a là, été, ça a été en même temps un choc et enfin, pour moi, ça se bousculait énormément dans ma tête. bien sûr. Il s'est passé énormément de choses ce jour-là, puisque Monsieur Hott me dit, écoutez, j'ai discuté avec votre demi-sœur. Donc là, quand elle me dit demi-sœur, je me suis dit, ah, donc je commence à comprendre un petit peu. Elle veut bien vous téléphoner, que vous vous téléphoniez, mais ce soir à 20h. Bon, ben d'accord. Mais malheureusement, ma petite fille Olivia a dû être hospitalisée en urgence. Donc, c'est de la chambre d'hôpital que nous avons eu le premier contact téléphonique. Très bien. Et donc, c'est à ce moment-là aussi que vous découvrez que votre enfin, votre prénom de naissance, c'est Sonia. Voilà, tout à fait. À l'âge de 30 ans, quand vous avez... Voilà, voilà, tout à fait. Dans mon dossier d'adoption, j'avais mon vrai prénom. Et donc là, il y a toutes ces questions qui commencent à tourner dans votre tête aussi, que vous notez dans votre livre. Donc, comment peut-on donner naissance à un enfant et l'abandonner à l'âge de 3 mois Oui, plus tard? Comment est cette femme, donc votre maman, votre mère biologique qui m'a mise au monde? Est-ce que je suis un accident de parcours? Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Et donc, ces questions qui finalement tournaient dans votre tête depuis, de façon très inconsciente et puis depuis très longtemps commence à pouvoir tisser le fil un petit peu. ben, tout à fait. Déjà, ma demi-sœur m'a expliqué, on était très longtemps au téléphone, elle m'a expliqué déjà beaucoup de choses que je désirais savoir et que j'étais donc la petite dernière. Voilà, la petite dernière issue, comment dire, hors mariage. Effectivement, donc votre maman s'était séparée de son mari. Voilà, s'était séparée de son mari et donc, comment dire, euh, ils étaient séparés et lui, quand il a su qu'elle était enceinte, euh, bon, bah, il n'était pas tellement content, évidemment. Mais bon, comme ils étaient séparés, il est venu la voir et il lui a dit comme ça, écoute, je veux bien qu'on revienne ensemble, qu'on se remette ensemble, mais à une seule condition. Tu abandonnes ta fille. Et c'est pour ça que ma mère, elle a beaucoup hésité. C'est pour ça qu'elle m'a abandonnée à l'âge de 3 mois. Elle a beaucoup hésité. Elle croyait, elle s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais abandonner mon enfant. Est-ce que je vais repartir à zéro avec mon mari? Plein de questions dans sa tête aussi. Et elle a cru vraiment au grand amour à nouveau. Parce qu'effectivement, Donc, donc vous êtes le fruit d'une relation qu'elle avait eue ensuite avec un autre homme, après la voilà, tout à séparation. fait. Voilà. Donc il y a effectivement, et on est dans les années 60, Oui. avec bien évidemment tout le contexte, les conditionnements, le poids qu'il pouvait y avoir à l'époque encore du regard des autres, etc., et de tout ce que ça a pu générer. Voilà, tout à fait. Donc, elle a décidé de m'abandonner, mais vraiment le cœur lourd. Et quand elle a signé l'acte d'abandon, quand on signe un acte d'abandon, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Donc, eh bien, du jour où elle a signé l'acte d'abandon, quelques mois plus tard, son mari, il l'a quitté. Il l'a quitté. Et en fin de compte, il lui avait jamais pardonné d'avoir eu un enfant hors mariage.
Et il l'a quittée, il l'a abandonnée, elle aussi, la laissant avec ses 3 premiers enfants. Et là, ma mère biologique a compris qu'elle avait fait une grosse erreur de m'avoir abandonnée. Donc là, en fait, effectivement, il y a ce tsunami qui, à quelque part, vous permet, au fur et à mesure, de remonter, de comprendre, de mettre du sens Mmh. sur des choses. Et donc, vous partiez à la recherche de vos parents. Et donc, vous avez également ce premier contact donc, avec votre demi-sœur. Mmh. Et vous écrivez un courrier. Alors je lui ai écrit alors voilà, j'ai écrit un courrier à ma maman biologique et en lui exprimant vraiment que je ne la jugeais pas, que je ne la jugeais pas, que je voulais la rencontrer, discuter avec elle, par rapport à mes problèmes de santé. Ben pour c'était important aussi de, enfin comme tout enfant adopté, je pense qu'on il est important de savoir nos racines, d'où on vient, euh, quelle vie, de quelle vie, de voilà. Donc elle m'a répondu, elle m'a répondu euh, tout simplement, mais c'est une femme qui a beaucoup souffert en fin de compte, qui a beaucoup souffert et surtout elle m'avait jamais oublié. J'étais toujours dans un petit coin de sa tête, voilà. Et elle savait qu'il y avait que moi qui pouvais la retrouver. Et donc, vous irez la voir à Strasbourg. Et donc, avec mon mari, nous avons décidé donc d'aller la voir. Donc, évidemment, je parle dans mon livre 30 ans plus tard des retrouvailles avec ma mère biologique. Comment ça se passe, ce retour? Alors, elle m'accueillit à bras ouverts et donc là, on me laisse pendant 1 heure toute seule avec elle, afin qu'on discute. Donc, mon mari part avec mes 2 demi-frères, puisque j'ai 2 demi-frères. Donc déjà pour lui, c'était pas évident parce qu'il il ne les connaissait absolument pas. Donc il s'est dit, oh là là, comment ça va se passer? Mais bon. Et donc moi, ma mère, la première chose que je lui ai dite, c'est, écoute, pour moi, je n'ai qu'une maman, c'est celle qui m'a élevée. Donc je t'appellerai que par ton prénom. Parce que pour moi, si je l'avais appelée maman, c'était trahir pour moi, ma vraie maman. Et elle l'a tout à fait compris, il n'y a pas eu de souci, je l'ai appelée par son prénom. Et c'était important. Je pouvais pas l'appeler. Même après, on a échangé par courrier, c'était toujours, je l'appelais par son prénom. Je pouvais pas. C'était plus fort que moi. Pour moi, ma maman, c'est celle qui m'a élevée. Vous rentrez en contact et avec elle et avec le reste de votre fratrie, à quelque part. Voilà. Et donc, il y a des échanges comme ça. D'ailleurs, je crois qu'ils viennent vous voir aussi en Oui. Vendée. Voilà. Ils sont venus me voir en Vendée. Je les ai accueillis chez moi plusieurs reprises. Et toujours, tout s'est très bien passé. J'aurais fait visiter un petit peu le bocage vendéen, la côte vendéenne, visiter des belles choses. Et mais moi, je ne suis jamais retournée à Strasbourg parce que déjà financièrement, c'est un coût. Moi, je ne, à cette époque-là, c'était voilà, hein, c'était pas facile. Partir, le voyage, c'est quand même beaucoup de kilomètres, la voiture, des frais. Alors, je ne pouvais pas. On échangeait par téléphone, donc ils sont venus plusieurs fois chez moi, que je les ai invités. Et après, passé un moment, ben plus de nouvelles. Voilà. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ma mère biologique m'envoie un courrier me disant qu'elle avait un grand respect pour mes parents adoptifs, qu'elle se mettrait même à genoux devant eux pour les remercier de m'avoir adopté, de m'avoir donné une belle vie, et elle voulait s'effacer. Mais je comprenais rien, mais je dis, c'est pas possible, quoi. Enfin, et alors, je fais aussi une parenthèse, c'est que quand un de mes demi-frères est venu chez moi, euh, bien, mes parents adoptifs, mes parents, ils m'ont dit, écoute, on vous invite tous à venir manger et comme ça, on sera content de faire la connaissance de ton demi-frère.
Donc, on y a été. Et quand mon demi-frère descend de sa voiture, mon papa, il se met à pleurer, il me dit, ah, mais il n'y a pas de doute. Oh là là, c'est ton frère, tu lui ressembles. Donc ça, c'est... Et alors, je ne comprends pas pourquoi tout le monde a cessé de me revoir. Et même aujourd'hui, hein, je comprends pas. Je Donc comprends pas. J'ai essayé aujourd'hui, de les recontacter. vous n'avez plus de contact depuis. Non, Là, on est dans les années fin des années ouais, 90, hein? je n'ai plus de contact. D'accord, ok. Plus de contact. Et à ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi. J'ai retrouvé sur Facebook une de mes nièces qui accepte de temps en temps de discuter avec moi. D'ailleurs, à Noël, je leur ai envoyé un livre avec une belle dédicace. J'ai jamais eu de retour, j'ai jamais eu de merci. Après, j'attends pas de merci, mais j'ai jamais eu de retour. Jamais. Les portes se referment parce que Ben, je ne, leur voilà, propre histoire et puis leur propre. voilà. Après, évidemment, je suis la petite dernière qui débarque comme ça. Peut-être après, ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Qu'est-ce que je sais pas, je sais pas. Mais après tout, moi, j'ai pas besoin d'eux pour vivre, hein. Moi, ma famille, c'est mes parents adoptifs. Comprenez vraiment, en tout cas, c'était important pour vous d'aller à cette recherche-là. Voilà. Et donc, vous continuez également votre travail de guérison parce Oui, qu'effectivement, ces maladies sont là et vous découvrez aussi, donc vous dites, vous faites plusieurs, parce qu'à un moment donné, vous êtes sous morphine, il y a vraiment oui. des traitements J'ai des lourds. traitements de chimio à faible dose. Ouais. J'avais le choix soit d'aller à l'hôpital pour me faire mes injections ou le choix de me les faire moi-même. Et j'ai fait le choix de me les faire moi-même. Une infirmière est venue me montrer comment, plusieurs fois, me montrer comment il fallait que je procède à me faire mon injection. Et j'ai fait le choix de le faire toute seule. Et toujours avec beaucoup de force, de courage. Je suis très combative. J'ai eu des traitements ouais, compliqués. J'ai même été en hospitalisation de kinésithérapie thérapeutique où j'ai appris beaucoup de choses. Toujours savoir se relever, c'est important. Les personnes, moi, les messages que je fais passer dans ce chapitre, quand je parle de la maladie, c'est qu'il faut savoir se relever. Il faut pas trop se laisser écouter. On est une femme, c'est pas parce qu'on a des problèmes de santé qu'on est malade qu'il faut se laisser aller. Je suis une femme. Les femmes sont belles et eh bien euh, il faut s'encourager comme ça, quoi. Faut pas se laisser abattre. Enfin, moi, ça a Force toujours été guerrière, ça. on sent le leitmotiv de la guerrière. Et vous Ouais. découvrez, donc vous dites qu'il y a une chose importante, c'est que vous découvrez donc ensuite la sophrologie, donc l'hypnose, la marche Et- nordique, oui, et vous dites quelque chose de très important, une psychologue. oui. Alors voilà. Donc, un psychologue, j'ai pas honte de le dire. Un psychologue est important. Déjà, j'avais vu un psychologue quand j'avais retrouvé ma famille biologique parce que j'avais quand même besoin d'évacuer. Euh, et au fil du temps, avec la maladie, eh bien, un psychologue, c'est important parce que c'est une personne à qui on peut confier tout ce qu'on a sur le cœur. Et il est là aussi pour nous aider. Moi, je sais que mon psychologue, je le remercie encore parce que il me conseille beaucoup et de discuter, même d'échanger. Lui, il peut dire aussi ce qu'il pense. Euh, donc oui, j'ai eu des antidépresseurs, passé un temps avec la maladie. J'ai pas honte de le dire. Ça m'a aidé. Maintenant, je n'en ai plus. Parce que je pense que ma force aussi, j'ai une force en moi qui fait que je suis toujours la guerrière, Dominique la guerrière. Voilà. Et c'est drôle aussi cette image qu'on peut avoir encore aujourd'hui, que certaines personnes de la société peuvent avoir du fait d'aller consulter un psychologue ou de prendre des antidépresseurs. C'est tout à fait, je veux dire, quand on se casse une jambe, on va voir un médecin, on va à l'hôpital. Quand on a effectivement des choses qu'on n'arrive pas à exprimer et des douleurs émotionnelles, Voilà. les psychologues, les psychiatres sont là pour ça. Donc ça aussi, c'est important de faire passer ce message parce que c'est tout à fait normal qu'au contraire,
tout le monde, à un moment donné, on n'est pas qu'un corps, on est un corps, on a un corps émotionnel, on a des émotions. Et donc, prendre soin aussi de sa santé psychique, c'est tout aussi normal que de prendre soin de sa santé physique, quoi, et de ses maladies. Je crois que c'est important aussi de Oui. passer ce message-là. Mais tout à fait, mais tout à fait. Et si bien que mon psychologue, à la fin, je le remercie. Je cite pas son nom parce que je n'avais pas le droit, mais je le remercie parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et c'est même lui qui m'a dit, mais Dominique, écrivez. Écrivez prenez un cahier, écrivez tout ce que vous ressentez en vous, tout ce que vous avez envie de, si vous explosez, écrivez. Donc là, l'écriture arrive dans votre vie, on est en 2016, je crois, hein. Oui, voilà. Parce que qu'est-ce qui... Et, et je commence à écrire. Voilà, je mets de côté, je mets de côté, j'écris. Quand ça va pas, j'écris, j'écris, j'écris. Et ça me fait du bien d'écrire. Voilà, Poser des mots sur les mots. exactement, tout à fait. Ouais, ça a Et, beaucoup de pouvoir et même thérapeutique. mon psychologue m'a m'a invité à présenter mon livre à des patients. Et, et ben, ils m'ont tous, même il y avait la directrice, enfin, infirmière, et j'ai même dit devant les patients et patientes, je dis, il y avait des femmes, je dis, comme je me répète, mais on n'est pas bien dans sa tête, mais il faut pas se laisser aller. Maquillez-vous, habillez-vous bien, sortez, souriez. On trouve toujours des solutions. Et donc, Et voilà. et donc, vous écrivez en 2016 également, à la suite d'un Ouais, événement, de deux événements, donc très douloureux. voilà. Donc en C'était le 2016. déclencheur également. Oui, alors là, en 2016, effectivement, j'ai eu un double deuil qui m'a beaucoup affectée. Donc, j'ai perdu mon papa le même jour que mon frère, mais dans deux lieux différents et deux circonstances différentes. Même Mon jour. papa était hospitalisé. Mon papa était hospitalisé le 7 juillet 2016. Il a fait une mauvaise chute et ce jour-là, je vais tout de suite puisqu'on on me téléphone. Je dis à maman, reste à la maison, t'es fatiguée, je gère, je prends. Mon papa, je m'occupais beaucoup de lui, j'étais sa personne de confiance. Et donc, arrivé là-bas, les médecins tout de suite me font rentrer là, aux urgences. Ils me disent, écoutez, madame, votre papa, il faudrait qu'il soit vu par un neurochirurgien à Angers, mais il n'est pas transportable. C'est une question de jours. Il faudra prendre des décisions. Donc évidemment, je suis complètement là. Par contre, je suis complètement dépitée. Je suis affolée. J'appelle maman, j'appelle ma fille, mon papa, qui réclamait beaucoup son petit trésor, donc qui était mon frère. Donc avec ma maman, on décide pas d'acharnement thérapeutique parce que mon papa n'était pas transportable pour aller à Angers. Euh, Pas d'acharnement thérapeutique, juste pour pas qu'il souffre, quoi. L'apaiser dans ses douleurs. Et donc, le 10 juillet, donc, je dis à maman, j'emmène ma maman le lendemain voir papa à l'hôpital. On voyait que papa diminuait vraiment, c'était une question de jour. Et je dis à maman, le 9 juillet, je dis, écoute, maman, je suis vraiment fatiguée. Les jours à venir vont être pénibles. Donc, je reste me reposer à la maison. Donc, maman me comprend tout à fait. Elle dit, tu as raison, il faut qu'on se repose. Et le 10 juillet, au matin, j'ai un appel téléphonique de mon neveu qui me dit, écoute, Tata, papa vient d'avoir un accident et ben, il est parti. Donc mon frère, j'ai perdu mon frère dans un accident de la circulation. Il a été fauché avec son vélo par un véhicule de gendarmerie à Chantilly. Donc pour moi, là, ça a été effroyable. Je décide tout de suite de prendre mon billet de train, mais il fallait venir annoncer
le décès de mon frère à ma maman. Comment je fais? Mon papa était à l'hôpital, c'est une question de jours. Donc j'appelle des amis très proches, Jean et Marie-Jo, venir me soutenir. Je reverrai toujours maman sortir de la maison en robe de chambre, me disant ça y est, papa, c'est terminé, c'est fini. Je dis non, maman, viens t'asseoir. Et là, je lui dis écoute, maman, c'est pas papa. Bah, c'est Jean-Pierre, il vient de nous quitter. Ça a été très dur, très difficile. Mais après, moi, j'avais un train à prendre. Donc, maman était entre de bonnes mains. Hein, donc, je suis montée dans la région parisienne, puisque là-bas, ben, il fallait que les enfants de mon frère avaient besoin de moi aussi. Hein, donc, dans le train, je me souviens que quand j'étais dans le train, l'hôpital me téléphone, me disant, écoutez, Madame Godet, votre papa ne va pas bien du tout, là, on le met dans une chambre seule. Enfin, c'est une question d'heure. Je prends ma respiration, je dis, je préviens maman. Je n'ai pas dit ce qu'il se passait, parce que je ne voulais pas que, inconsciemment, tout d'un coup, que les infirmières dans la chambre disent que mon frère est décédé, que papa entendre, je dis rien, je garde tout pour moi. Et donc, c'est ma fille qui a annoncé à son papy. Tu sais, papy, ben Jean-Pierre, il a eu un accident et ben il est parti. Tu peux aller le rejoindre si tu veux. Mon papa, il s'est mis à pleurer, il a voulu parler et puis ben, il s'est laissé partir. Il a rejoint son petit trésor. Pas le même jour, donc là. Le même jour. Là, ça a été affreux et moi, j'étais en présence d'un major dans une gendarmerie que je ne citerai pas. Ma fille m'appelle, elle me dit ben, maman, ça y est, papy est parti. Donc là, j'étais dans un état pas possible, évidemment, puisque j'ai pas pu dire au revoir à mon papa, puisque j'étais près de mon frère qui venait de décéder. Dans ma tête, il se passe beaucoup de choses. Je pense à maman, je pense, enfin, voilà, mon neveu, ma nièce. Mais bon, il faut être fort. Et ben, je dis, écoutez, Et donc c'est à ce moment-là pour également. différentes raisons, oui. Non, allez-y, excusez-moi. Non, et je décide malgré tout de redescendre en Vendée, quoi. Et c'est à ce moment-là, par contre, lors de ce choc qui réactive bien évidemment beaucoup de choses, hein, Oui, beaucoup de blessures aussi et beaucoup de choses qui sont encore enfouies, que vous commencez à travailler avec ce psychologue et qui vous conseille d'écrire. C'est à ce moment voilà. Voilà. C'est à ce véritablement. moment-là. Voilà. Et donc, j'ai été voir un cabinet d'écrivains. Et ce cabinet d'écrivains m'a dit, mais Dominique, faut écrire, mais il faut en sortir un livre. Et donc là, au fil du temps, donc les choses se font, vous arrivez à poser des mots sur des mots. Et je vais en reprendre Oui, quelques-uns aussi que j'ai repris dans votre livre, là où oui, vous dites, donc en revenant, donc vous revenez vraiment sur toute l'histoire, sur les moments clés, et vous dites à partir de vos mamans, donc la première m'a donné la vie et des racines, c'est tout oui. ce qu'ils pouvaient faire pour moi. La deuxième m'a appris comment vivre cette vie et m'a donné mon nom et tout son amour. J'ai envie de vous poser une question. À quel moment, aujourd'hui, à quel moment, ou à quel moment vous êtes en mesure d'accepter effectivement que effectivement cette maman, bah, c'est tout ce qu'elle a pu faire pour vous? Est-ce que c'est au fil de l'écriture? Est-ce que c'est au fil de... Eh ben, même ma maman, en fin de compte, en fin de compte, je la remercie de m'avoir abandonnée. Parce que sinon, ben, je sais pas où je serais, dans quelles conditions de vie. Je la remercie de m'avoir abandonnée parce que, en fin de compte, moi, j'ai eu une belle vie. Il y J'ai a eu une belle vraiment, vie avec mes parents. il y a vraiment quelque part, moi je vous disais avec le titre de votre livre, donc moi Oui, j'ai été choisie et à quelque part, j'ai dit vous auriez presque pu rajouter, on pourrait presque rajouter et je me suis choisie finalement exactement. d'être vraiment à Je chaque fois. pense que tous les coups, les coups durs,
les embûches de la vie que j'ai eues, je me suis toujours relevée, je me suis forgé mon caractère et ça m'a rendue encore plus forte. Et il y a dans votre livre aussi, souvent, il y a ces références musicales avec ces paroles. Et moi, je sais que dans mon propre parcours, dans mon livre aussi, j'ai pas mal de références musicales, parce que moi aussi, la musique m'a accompagnée aussi dans mon processus. Et puis, du coup, m'a accompagnée aussi avec mon mari, parce que c'est vraiment une passion qu'on partage, une passion commune. Euh, que vous a apporté la musique dans votre processus de guérison au cours de votre... Donc c'est vrai que comme vous pourrez le voir, je suis une grande fan de Johnny et je l'ai vu plein de fois en concert. Et ces chansons, même encore, m'apportent beaucoup quand je me sens pas bien. Quand je me sens pas bien, je suis un peu triste parce que ça m'arrive d'être triste aussi. Hein. Euh, eh bien, il y a des chansons clés qui m'apportent beaucoup, comme Vivre pour le meilleur Et et l'envie d'avoir envie. quand on connaît l'histoire de Johnny, bien évidemment, d'où il Voilà, vient cette recherche d'identité, on voilà. comprend ici, bien évidemment, chez un artiste qui peut résonner de façon parfois même très inconsciente, parfois on n'en prend pas conscience, et puis à un moment donné, on se dit, bah oui, tiens, voilà, je me sens en connexion avec cet artiste-là parce qu'il y a aussi ce lien un peu inconscient et qui nous permet, les artistes ont cette capacité de transcender hein, par le biais, que ce soit la musique, peinture, l'écriture, les écrivains, de transcender des blessures et puis de les partager. Donc j'ai trouvé ça, voilà, c'est ça que c'était assez similaire aussi, encore Ouais, par rapport à mon parcours. Ce qui m'a vraiment émue aussi, moi, dans votre livre, c'est vraiment ce soutien et l'amour vraiment de vos deux parents adoptifs et ah oui. votre maman également, donc dès le départ, à quelque part, parce que finalement, c'est eux qui prennent conscience de l'importance pour vous de connaître votre histoire, même s'ils ont attendu Oui. à l'âge de 30 ans. Je pense que aussi, à un moment donné, probablement, ils avaient des questions bah, Mais bien sûr, et même pour mes parents, vous vous rendez compte, quand je suis partie en Alsace pour retrouver ma mère biologique, la rencontrer, ce sont mes parents qui ont gardé mes enfants. c'est Mais vraiment c'est vos c'est, parents qui vous encouragent beaucoup. je revois mon papa revenir nous chercher avec mon mari à la gare de Nantes, avec mes enfants, mon petit garçon dans ses bras. Il pleurait, mais c'était mais beaucoup d'émotions, mais c'est immense ce qu'ils ont fait pour moi. C'est immense. Et d'ailleurs, c'est Et votre mère aussi qui vous encourage vraiment à écrire, hein. ah ben bien sûr, mais À bien écrire, sûr, à partager votre histoire. exactement. Donc, on voit que le terrain, il est vraiment, dès le départ, il y a ce soutien, cette Voilà. envie du meilleur pour vous, en fait, Ah mais quoi. bien sûr, c'est ce que je mets dans mon livre aussi. J'ai une profonde admiration pour tout ce que mes parents ont fait pour mon frère et moi durant toute notre vie. Hein. Et c'est ce que je dis aussi, être parent adoptif, c'est savoir accepter et élever un enfant qui n'est pas le sien, mais qui le devient avec le temps et l'amour. C'est devenir papa et maman du jour au lendemain. Et pour moi, hein, c'est mon avis, il y a toute une dimension supplémentaire quand on est adopté. Voilà. C'est, Non, ça, c'est mais c'est voilà, c'est devenir l'enfant de quelqu'un. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir quand on a été abandonné. très beau. Pour moi, c'est 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 mes parents, mais voilà. Et donc en fin de compte, c'est aussi que quand je fais mes rencontres dédicaces, je vois beaucoup d'adoptants qui viennent à ma rencontre. Il y a des adoptants qui m'ont beaucoup touchée. Il y a une dame qui est venue me voir quand j'étais dans une commune et elle me dit, écoutez, j'ai adopté les trois sœurs, trois brésiliennes. Et eh bien, écoutez, je leur achète chacune votre livre parce que je pense qu'elles vont se retrouver dans votre histoire. Et il y a un autre couple qui était venu me voir, qui m'ont dit, nous, on a adopté deux garçons. Sur les deux garçons, c'est vraiment compliqué, l'adoption. Et on espère qu'avec votre livre, il va se retrouver. Parce il m'avait vu, comme je suis passée aussi à France 3 Pays de la Loire, il m'avait vu dans mon interview de France 3 et ils se sont dit,
faut qu'on rencontre cette dame. Donc l'histoire sert et Ah oui, continue à les adoptants, circuler. les adoptés, quelques adoptés, malheureusement, des adoptés n'ont pas la même chance, n'ont pas eu la même chance que moi, parce que moi j'ai une belle vie. Je suis tout à fait consciente qu'il y a des adoptés, j'en vois, oh ben moi ça me fait trop peur de faire des recherches. Parce que qu'est-ce qui va se passer? D'autres personnes, des adoptés qui ont lu mon livre, ah ben non, je vais pas faire de recherche puisque maintenant ils veulent plus vous voir. Vous voyez, c'est donc il faut beaucoup discuter. Et je vois aussi des familles d'accueil. Et en fin de compte, je fais passer des messages pour le moment de tout ce qu'on a parlé. Donc pour la maladie, je fais passer les messages que il faut savoir se relever et avancer et se dire que ça va aller. Hein. Et le double deuil, c'est pareil. J'ai vu une femme quand j'étais sur la côte vendéenne en dédicace, elle venait de perdre son mari dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il était pompier. Et donc, c'était compliqué. Je la comprends. Elle avait un petit garçon. Et je lui dis, vous savez, on n'oublie pas les personnes qu'on a beaucoup aimées. Hein, moi, j'y pense tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais avec du temps, je dis bien avec du temps, il faut savoir se relever et avancer et se dire que de là-haut, ils sont fiers de nous. Exactement. Et en fin de compte, cette dame, eh bien, ça l'a beaucoup apaisée d'avoir discuté avec elle. Et donc, savoir avancer et puis moi je dis souvent aussi, et puis savoir accepter de se faire aider quand c'est nécessaire. Voilà, il n'y a pas de honte. Voilà, il faut savoir un moment quand la sonnette d'alarme se fait tirer, ah ben bon, allez, on, on est comme tout le monde, on est un être humain. Eh ben si on a besoin de se faire aider, ben il faut se faire aider. Il y a des thérapeutes qui sont là pour ça. Exactement. Il y a cette phrase aussi qui m'a beaucoup plu à la fin de votre livre de Mère Teresa, que j'entends aussi donc dans votre parcours, il y a eu aussi ce rapport à la foi. Oui. Donc, effectivement, vos parents étaient catholiques, etc. Et donc, il y a cette connexion que vous avez eue aussi par le biais de l'écriture avec Taf, je crois que vous êtes écrit. Hein. Alors avec Taf, effectivement, quand Taf était missionnaire au Sénégal, je correspondais énormément avec lui. Bon, ben j'accompagnais mes parents, on allait à la messe. Je disais tout ce que le bulletin paroissial, je disais ce que je ressentais, et ça m'a beaucoup apporté aussi. C'est vrai, ça m'a beaucoup apporté. Il m'a guidée aussi. Donc, ce rapport à la foi, et donc vous terminez le livre avec cette phrase de Mère Teresa, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. Ouais. Comment ça résonne pour vous? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message avec cette phrase qui termine Ben, quelque... moi, en fin de compte, moi, j'aime faire plaisir. J'aime faire plaisir. Euh, je donne. Je suis bénévole au Secours catholique, comme mes parents l'ont fait. Je donne de mon temps. Euh, mais je n'attends rien en retour. Mais je donne avec beaucoup d'amour, avec tout mon amour. Et donc, c'est Voilà. avec tout cet amour que vous avez eu. Alors, Voilà. et famille, Je n'attends rien en retour, mais absolument rien. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient heureux. et je crois que c'est Voilà. ce que vous allez réussir à faire également par le biais de ce livre qui va continuer à faire son chemin. Je crois que vous êtes régulièrement aussi en dédicace et puis dans... Oui, beaucoup de dédicaces. Voilà. Beaucoup de dédicaces et mon histoire ne s'arrête pas là, étant donné que j'ai rencontré une personne surtout et qui m'a dit, avec qui je suis en lien régulier, c'est le journaliste de France 3. Mais Dominique, votre histoire pourrait être tournée en film. Et effectivement, donc je commence, pourquoi pas. Je suis une personne qui va toujours jusqu'au bout de son objectif. Donc je vais essayer. Et c'est qui ne tente rien n'a rien. Donc je suis à la recherche de producteurs et réalisateurs pour voir effectivement si mon histoire pourrait être tournée en film. Eh bien, je vous le souhaite en tout cas, Dominique, et puis je souhaite que ces mots et que toutes ces libérations et puis toutes ces prises de conscience aussi, je crois qu'on est là aussi pour ça, nos histoires sont là aussi pour ça, pour pouvoir voilà, éclairer.
les zones difficiles aussi, les zones d'ombre, et pour pouvoir les amener, moi je dis souvent, à un autre niveau de conscience, à un autre niveau d'amour. Bien évidemment, tout le monde a ses peurs, ses empêchements, ses conditionnements, mais l'idée, c'est de pouvoir les voir et puis à quelque part aussi avancer différemment et de plus en plus dans l'unité, puis dans la vérité de notre être. Moi, c'est ce que je ressens aussi quand on parle ensemble, c'est que voilà, de plus en plus, vous êtes vraiment voilà, celle que vous avez envie d'être, et puis celle qui vibre à partir de cet amour que vous avez eu et que vous avez envie aujourd'hui de partager, quoi. Voilà, tout à fait. Vous Écoute, avez tout dit. je vous souhaite une belle suite de chemin, vraiment beaucoup de belles choses pour la suite du livre et toutes les autres aventures qui Mm. pourront. Eh ben moi, je vous remercie infiniment, Sylvie, déjà de m'avoir contactée. C'est une très belle rencontre entre Alsaciennes. Et parce que j'ai quand même, je suis alsacienne. Je suis fière d'être vendéenne, mais j'ai mon petit coin alsacienne. Bien sûr, bien sûr. Et puis on aura peut-être l'occasion de se voir à Strasbourg. Ah, mais oui, avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir. Je me projette, je commence à réfléchir dans ma tête des choses qui pourraient se faire. Et je voulais dire aussi que à mes lecteurs et mes lectrices que j'ai déclaré ouvert l'écriture de mon deuxième livre. Donc je fais une suite. Très Voilà. bien. Et Eh j'en ben, dis pas voilà. plus. Et Merci merci, beaucoup, merci Dominique. infiniment Sylvie. Et je vous souhaite une très belle journée À vous de même, Dominique. et au plaisir de vous rencontrer. Une bonne chose. Au revoir. Merci. Au revoir.